Je pense que toute l'industrie est consciente du fait que le pétrole n'est pas éternel. Les découvertes pétrolières ont atteint leur apogée en 1960. En 1980, nous produisions et consommions plus de pétrole que les géologues n'en découvraient. Aujourd'hui, pour chaque baril découvert, on en consomme 3. Je pense que l'on peut faire une croix sur le pétrole bon marché. Il a fait son entrée dans les livres d'histoire. Une nouvelle ère débute. Plus on s'en moque, plus profonde sera notre tombe. Ceux qui s'en moquent le plus sont les plus inconscients. Loin de ce constat qui agite les plus grands experts de la planète, nous quittons Aberdeen en Écosse pour rejoindre la plateforme d'Alwyn à 3 heures de là. Elle est située au cœur de la mer du Nord, à quelques kilomètres de la Norvège. Une nouvelle équipe de techniciens vient assurer la relève. Ce mécano géant, ancré au fond de l'océan à plusieurs kilomètres au-dessus des gisements de pétrole, appartient à une multinationale française. Ce sont ces plateformes qui assurent depuis une trentaine d'années une relative indépendance pétrolière à l'Europe. Jean-Marc est le chef ingénieur d'Alwyn. Tous les jours, il fait un tour complet des chantiers en cours de la station. On a ici 130 mètres de profondeur d'eau. Donc on a 130 mètres d'eau d'abord avec des tuyaux qui sont au fond de la mer. Et ensuite on a creusé dans la terre environ 3500-4000 mètres pour trouver le pétrole. Donc le pétrole il est attrapé dans la roche sous trop de pression, trop de température. Quand on fait un trou et quand on ouvre ce trou, qu'est-ce qui se passe? La pression fait tout remonter. Le gaz qui est dissous avec l'huile va se libérer comme du champagne. Et en surface, on va avoir au niveau des puits un mélange d'huile, donc de pétrole, mais aussi de l'eau, mais aussi beaucoup de gaz. Une cinquantaine de techniciens veillent jour et nuit au bon fonctionnement de la plateforme. Leur rotation est de 15 jours en mer, 15 jours à terre. Le travail consiste avant tout à entretenir des installations sans cesse agressées par la mer. Rien ne résiste très longtemps aux tempêtes de la mer du Nord qui soumettent à rude épreuve cette plateforme malmenée en permanence par la houle. Ici, il y a pas mal de travaux en ce moment pour la mise en place d'un nouveau riser. Un nouveau riser, c'est une nouvelle conduite pour le développement d'un nouveau champ satellite qui s'appelle Forvy, qui va démarrer à la fin de l'année. C'est un champ qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'ici, sous-marin, donc il y aura un développement sous-marin. En Alaska, Afrique, mer Caspienne, côte vénézuélienne, les hommes se sont lancés dans une ultime course pour remplir leur baril de brut. Il faut aller le chercher dans des conditions de plus en plus difficiles en haute mer, à des profondeurs abyssales, dans des endroits quasiment inaccessibles. Le bon fonctionnement de nos économies requiert du pétrole en abondance. Bill Cardno fait partie de cette génération d'hommes qui a construit les premières plateformes dans cet Eldorado pétrolier des années 70. Aujourd'hui, il est le patron d'Alwyn. The actuator's not opening the valve properly, so he's just trying to set it up so that the hand jack works correctly. Have you got a trend? How's your level doing with the actual We're train? okay, there's no level in there just now. Is there any build-up at all? Sure you can.
On fore de plus en plus profondément. Aujourd'hui, notre puits le plus profond est à 5 km sous terre de la plateforme. En ce moment, nous nous préparons, en modifiant nos équipements, à forer à plus de 10 km sous terre. Jimmy, give the radio a check, please. Initialement, la plateforme d'Alwyn devait tourner pendant une quinzaine d'années. On prolonge son usage par tous les moyens. Du coup, on pense pouvoir l'exploiter pendant une autre dizaine d'années. Mais je pense qu'il n'y aura plus d'autres grandes découvertes de pétrole dans la mer du Nord. C'est fini. Je pense que des découvertes comme ici à Alwyn, c'est du passé. Comme d'ailleurs partout dans le reste du monde. La situation actuelle, le prix élevé du pétrole, sa volatilité, sont les conséquences du fait qu'il n'y a plus de réserves disponibles. Dans chaque pays producteur, notamment l'Arabie saoudite, on se retrouve face aux limites imposées par la nature. Colin Campbell est l'un des plus grands experts en géologie pétrolière. Il a découvert des gisements sur toute la planète. Campbell a terminé sa carrière comme vice-président d'une multinationale européenne du pétrole. Il passe aujourd'hui le plus clair de son temps à sillonner les routes, portant son message de conférence en conférence aux quatre coins de l'Europe. En fait, nous sommes à la fin de l'ère du pétrole. C'était vraiment un des âges d'or de notre histoire. Cette période a vu le développement rapide de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment notre système financier. Le fonctionnement du monde repose sur un de ces principes, l'endettement, et cela ne marche plus car l'énergie n'est plus bon marché. C'est ce qui me fait dire que nous nous apprêtons à traverser une crise économique jamais vue auparavant. Les gouvernements en ont si peur qu'ils préfèrent ne pas y faire face. S'y attaquer leur paraît chose impossible. Alerter les gouvernements et le public est la mission que Colin et d'anciens hauts cadres de l'industrie pétrolière se sont fixés il y a 5 ans. Depuis, chaque année, ils organisent des conférences internationales auxquelles sont invités pays producteurs de pétrole et représentants des compagnies pétrolières. La raréfaction naturelle du pétrole est un concept facile à comprendre. Comme tous les buveurs de bière présents dans cette salle, le verre commence plein et finit vide. Plus vite il est bu, plus vite il est vide. Quant au bar, il ferme toujours à la même heure. Ces évidences s'appliquent également au pétrole et au gaz naturel. Des évidences que n'admettent pas officiellement les multinationales et les pays producteurs. Objectif, les convaincre. Matthew Simons, l'un des grands banquiers texans de l'énergie, s'y emploie avec conviction. Cet homme a été conseiller du président George Bush avant de claquer la porte de la Maison-Blanche, faute d'être écouté. En 1970, plus de la moitié de la planète n'avait pas accès aux sources d'énergie modernes. Ce sont les pays industrialisés qui en consommaient la quasi-totalité. Aujourd'hui, seulement 5% des habitants de la planète n'utilisent pas ces énergies modernes, comme certaines tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le reste de la planète ne veut qu'une chose, c'est faire comme nous, consommer de l'énergie. Cela explique cette demande insatiable au moment où il n'y en a plus assez pour tout le monde. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Londres, l'une des grandes capitales financières du monde. C'est l'un des 2 grands marchés des matières premières où est vendu le pétrole. C'est ici qu'est coté le pétrole de qualité Brent, le brut qui vient des puits de la mer du Nord. Cette ville compte de nombreux analystes de l'or noir. Pourtant, on hésite encore entre profiter de la situation pour faire de l'argent et prendre au sérieux ces alarmes. L'Energy Institute est l'un des centres d'analyse les plus pointus.
Pour Chris Srebrovski, qui en est le fondateur, les mauvaises nouvelles ne font plus aucun doute. Il publie une lettre confidentielle destinée aux professionnels du pétrole, dans laquelle il livre des chiffres très inquiétants. Le déclin extrêmement rapide de la production du pétrole en mer du Nord dans le secteur britannique a surpris tout le monde. Ces champs pétroliers ont pourtant bénéficié des meilleures technologies d'extraction, des ingénieurs les mieux formés et d'investissements considérables. Tout a été mis en œuvre pour optimiser la production du pétrole de cette région. Pourtant, en 2004, la production a chuté de 10% et les derniers chiffres indiquent une chute encore plus rapide. Au mois de mars de cette année, la baisse a été de 17%. Cela signifie qu'en fait, la production de la mer du Nord est en chute libre. Alors ça, c'est le Brent. Quand on parle d'un baril de Brent, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le pétrole brut, avant qu'il soit passé dans une raffinerie et séparé en différents produits. Les gros éléments noirs qui vont devenir du goudron, par exemple. Les éléments liquides et légers qui vont devenir de l'essence. Et c'est pas de l'huile visqueuse comme de l'huile paraffinique, comme de l'huile de cuisine. C'est très léger, c'est un peu comme de l'essence. Il est assez proche de l'essence, celui-là. C'est une huile qu'on pourra mettre directement dans le pipe pour exporter. Avec les prix du pétrole, j'ai tout vu. Il est passé de 10 $ le baril à plus de 60. Franchement, c'est difficile de vous dire comment on en est arrivé là. Cette hausse n'a sûrement pas été prévue. Je pense que Total, comme toutes les autres compagnies, ont des estimations pour les prix du baril. Mais je suis persuadé que ce prix à plus de 60 $ ne faisait pas partie de leurs prévisions. Pourtant, c'est où on en est maintenant. Du coup, ça ne nous laisse pas le temps de nous endormir. Ici, on ne chôme pas, tout particulièrement depuis que les réserves s'épuisent. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour tenter de maintenir à tout prix et le plus longtemps possible les niveaux de production actuels. Face au déclin général de la production de pétrole annoncé en mer du Nord, comme partout dans le monde, et l'explosion de la demande, combien de temps Bill pourra-t-il maintenir la livraison de ces 30 000 barils par jour? Impossible de répondre à cette question. Siège de la multinationale Shell à Londres. Lord Oxburgh est l'un des présidents de cette gigantesque machine à produire du pétrole. Cette multinationale a-t-elle pris conscience de ce début de déclin de la production? Les hydrocarbures sont de plus en plus durs à trouver. Et ceux que l'on peut trouver sont quasiment inaccessibles et en plus petite quantité. Ça va nous coûter très cher d'extraire le pétrole. Nous devons maintenant exploiter des hydrocarbures que nous laissions habituellement de côté pour différentes raisons. Nos chimistes mettent tout en œuvre pour les rendre utilisables. Il s'agit notamment des sables goudronneux canadiens ou bien des brutes extrêmement lourds que nous parvenons à transformer en produits consommables. L'utilisation de ces hydrocarbures de très mauvaise qualité nous permet de prolonger un peu l'utilisation du pétrole comme énergie.
Laboratoire de la compagnie Total, dans la banlieue de Lyon à Solèze. Les pétroles lourds et de mauvaise qualité dont parle Lord Oxburgh arrivent désormais en plus grande quantité que les bruts légers et facilement exploitables. Ils sont analysés ici et décortiqués par ces ingénieurs chimistes. Grâce à la chimie et les additifs qu'ils concoctent, ils tentent d'allonger la durée de vie de l'utilisation du pétrole. Nous avons constitué une oléothèque, c'est-à-dire que chaque brut qui arrive est caractérisé du point de vue de sa carte moléculaire. Un brut contient des milliers de molécules. Nous avons identifié chaque molécule et nous avons prévu quelle application elle aura, soit en termes de carburant, soit en termes de lubrifiant, soit en termes de bitume pour son application. Ces bruts diffèrent par leur maturité, par leur âge, donc par leur composition. Ils n'ont pas la même composition, ils n'ont pas le même nombre de molécules, donc ils ne pourront pas conduire au même rendement en carburant, en lubrifiant ou en bitume ou en autres produits pétroliers. Typiquement, un brut Iran léger va produire plus de carburant qu'un brut arabe lourd, par exemple. Les mélanges sont ensuite testés en laboratoire à l'aide de mini-raffineries installées dans les armoires vitrées de ces chimistes. Les recettes des nouveaux mélanges partent ensuite dans les raffineries des multinationales où le brut est transformé à grande échelle. Peut-on indéfiniment prolonger l'usage du pétrole? Comment répondre à cette demande mondiale qui explose? Pour beaucoup d'économistes, si vous voulez plus de pétrole, il faut simplement creuser plus de puits. Ce qui correspond au comportement habituel de l'économie. Si le prix des pommes de terre s'envole, vous en plantez plus. Dans le cas du pétrole, la ressource est limitée, il n'y en a que pour un certain temps. On n'en trouve que dans certains endroits pour des raisons géologiques évidentes, donc le besoin de pétrole n'est pas un problème de production. Ironiquement, plus les cours s'envolent, moins les gouvernements et les compagnies pétrolières sont incités à produire plus. Cela leur permet de conserver leurs ressources tout en gagnant beaucoup plus d'argent. Comme la société Exxon, qui a entre 25 ou 30 milliards de dollars dans ses caisses, les multinationales pétrolières ne savent pas quoi faire de leur argent. Elles ne savent plus où aller forer de nouveaux puits. Elles vont donc distribuer ces gros bénéfices à leurs actionnaires. C'est là aussi un signal qui indique l'épuisement des ressources. L'essence est la source d'énergie la plus efficace sur Terre pour se déplacer. C'est ce qui permet aux voitures de rouler, de leur fabriquer des routes en asphalte. Le pétrole ne fait pas seulement rouler les voitures, il leur donne quelque chose sur lequel rouler. Un autre dérivé du pétrole, c'est le diesel, le carburant des trains qui traversent notre pays. L'hiver, le fioul chauffe nos maisons, tandis que d'autres dérivés du pétrole nous permettent de protéger nos côtes et notre ciel. Tous les gisements les plus accessibles sur Terre ont été explorés, répertoriés et exploités. Cette mine d'or, les multinationales et les pays producteurs la valorisent surtout depuis un demi-siècle avec la démocratisation des moyens de transport. L'usage du pétrole a commencé au milieu du 19e siècle. Il nous a apporté une énorme source d'énergie facile à utiliser. C'était comme avoir une armée d'esclaves travaillant pour vous. La population mondiale a été multipliée par 6 en parallèle de cette découverte, et cela s'est passé précisément au même moment. On peut donc en conclure que le pétrole, comme le flux sanguin, alimente notre économie. Le monde entier fonctionne grâce au pétrole. Aux États-Unis, il est impossible, même pour des gens modestes, de travailler s'ils ne possèdent pas de voiture. On peut dire qu'ils sont forcés de consommer du pétrole. Chris Sanders fait autorité dans le monde du pétrole. Économiste, professeur d'université, il est aussi conseiller de nombreux fonds de pension américains qui investissent notamment dans le pétrole. Notre dépendance à l'égard de cette source d'énergie
l'inquiète. Les gens n'arrivent pas à concevoir à quel point le pétrole est devenu essentiel. Par exemple, l'agriculture moderne industrielle n'est en fait qu'un processus qui vise à convertir l'énergie que produit le pétrole en calories prêtes à manger. Des engrais agricoles aux emballages plastiques qui protègent ces aliments dans nos supermarchés. Tout se résume à pétrole, pétrole, pétrole. Les multinationales rivalisent d'idées pour transformer les molécules du pétrole en ce que vous voulez. Des tissus, des brosses à dents, des pneus, des insecticides, des produits de beauté, des pesticides. Une véritable galaxie de produits qui vous rendent la vie meilleure sur Terre. Le business du pétrole est le plus important au monde. Il procure d'énormes richesses à certains pays. Au Moyen-Orient, par exemple, le coût de production d'un baril se situe entre 5 et 10 dollars et ils vendent à plus de 50 dollars. Chaque baril vendu leur rapporte une quarantaine de dollars, c'est ce que j'appelle abuser. Ils abusent d'une situation de pénurie qui n'a rien à voir avec les coûts réels de production. C'est une situation injuste et je dois avouer que moi-même, lorsque j'étais cadre supérieur d'une multinationale du pétrole, je mentais en permanence. La direction de l'entreprise avait une certaine image à préserver, idem pour les gouvernements. Cela devient un monde d'illusions dans lequel tout est mensonge. Mensonges, illusions, abus, les accusations de Colin Campbell dérangent au plus haut point l'industrie pétrolière. Les multinationales font des milliards, mais elles ne représentent que 10% du marché. Les grands pays producteurs détiennent 90% des réserves mondiales. Pourquoi entretenir les mensonges et les illusions dont parle Campbell ? La vraie question est, y a-t-il des réserves de pétrole suffisantes chez les producteurs pour satisfaire l'explosion de la demande mondiale ? Et je pense que la réponse est non. L'Arabie saoudite a joué le rôle de producteur d'appoint depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à ses énormes réserves pétrolières. Mais aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de penser que l'Arabie saoudite ne sera bientôt plus en mesure d'assumer ce rôle. Et la raison est simple, son plus ancien et vaste réservoir naturel de pétrole, celui de Gawarad, montre des signes de déclin. En tant qu'importateur de pétrole brut, ne voudriez-vous pas savoir si votre fournisseur peut continuer à vous vendre du pétrole pendant les 5, les 10 ou les 15 prochaines années au même niveau qu'aujourd'hui ? À ce jour, personne n'a obtenu la moindre assurance en ce sens. Il n'y a d'ailleurs aucun système officiel qui peut garantir nos niveaux actuels de production dans le futur. Non, et la seule réponse est, on nous demande de croire les yeux fermés ce que nous disent les producteurs, notamment l'Arabie saoudite. Cela fait plus de 70 ans que l'Arabie saoudite produit et vit avec panache de la manne du pétrole. Les dirigeants de ce pays ont été entretenus par les compagnies pétrolières occidentales dans l'idée que leur pétrole était une ressource quasi infinie. Même si aujourd'hui, l'Arabie est prudente, d'un côté, elle n'hésite pas à dire qu'elle peut produire 15 millions de barils par jour pendant plus de 100 ans. Et de l'autre, elle refuse d'informer ses clients de l'état de ses réserves. Pourquoi ? Le seul fait qu'ils soient aussi réticents à accepter un audit neutre sur leurs réserves me fait penser clairement qu'ils les surévaluent. Ce que l'on peut dire, notamment dans le cas de ces pays, c'est que le pétrole est synonyme de pouvoir. Et donc ils veulent exagérer ce pouvoir.
Tous leurs champs pétroliers sont pourtant potentiellement dans le rouge et leur déclin rapide peut commencer dans un futur immédiat, c'est-à-dire dans 7 ans, 5 ans ou le mois prochain. Tant que nous n'aurons pas un système qui permettrait de surveiller cela, on court à la cata. C'est pourquoi c'est si important que le monde en prenne conscience, notamment que l'Agence internationale de l'énergie à Paris, l'ONU, le FMI et le G7 fassent systématiquement l'inventaire exhaustif et obligatoire de chaque champ pétrolier et de ce qu'il peut donner. Je me moque de savoir si c'est un secret d'État. Le pays qui refuse de se plier à ces contraintes devrait être rayé de la carte des fournisseurs fiables. L'inventaire obligatoire des réserves est un vœu pieux de Matt Simons. Pour l'instant, la production et le commerce du brut reposent sur un système commercial dans lequel la discrétion et le secret font loi. Le pétrole brut extrait des plateformes de mer du Nord arrive notamment au port industriel de Teesside, dans le nord de l'Angleterre. Il y est acheminé par pipeline sous-marin. Il est ensuite chargé sur des tankers, comme le Nord-Atlantique, qui appartient à des Danois et est affrété par une multinationale française. Les 200 000 tonnes de brut de ce tanker doivent être livrées au plus tard dans 2 jours dans une raffinerie française. Je suis en train de surveiller le bon remplissage des cuves du tanker. Ils doivent tous être remplis avec la même quantité de brut. S'il y a déséquilibre, cela peut être dangereux pendant la navigation. Dans l'un des réservoirs, il ne manque plus que 25 cm pour équilibrer le bateau. L'absence totale d'informations sur les réserves des pays producteurs et les chiffres du commerce de brut sont la spécialité de la société suisse Transparency, basée à Genève. Grâce à ses méthodes artisanales, Konrad Gerber parvient à obtenir quelques données, des renseignements essentiels cher payés qu'il revend ensuite à prix d'or aux banques et à l'industrie pétrolière. Les réserves mondiales et la production sont des éléments qui rentrent souvent dans un système de secret d'État. Et donc, pour savoir ce qui se passe sur le marché, un bon moyen de comprendre, c'est d'analyser la quantité qui est exportée en bateau. Parce que le bateau, le tanker, le pétrolier, c'est toujours le moyen principal d'acheminer les produits pétroliers et le brut aux marchés mondiaux. C'est un travail de fourmi. Il faut avoir des correspondants partout pour vous renseigner ce qui se passe dans un port. On a plusieurs sources. Il y a les gens sur le terrain, dans les ports. Il y a aussi les compagnies d'assurance qui assurent les bateaux, qui ont les données de ce qu'ils contiennent. Il y a aussi les banques qui financent le commerce pétrolier, qui ont également des données. Il y a les compagnies pétrolières eux-mêmes qui ont des données. Donc, on doit avoir des contacts et des sources d'informations un peu partout pour faire ce qu'on appelle en anglais le jigsaw puzzle, pour le compléter.
La circulation des tankers aujourd'hui est régie surtout par la grande demande aux États-Unis. On voit de plus en plus de bateaux qui viennent de loin, je dirais du Moyen-Orient et de la Russie, pour alimenter le marché des États-Unis. De l'autre côté du monde, on a une demande extrêmement forte en Chine, qui importe aussi de plus en plus, et les Chinois achètent maintenant aux 4 coins du globe. Donc ils achètent de l'Amérique latine, ils achètent de la mer du Nord, ils achètent de l'Afrique occidentale, ils achètent de la Russie et bien sûr le Moyen-Orient. On n'a pas encore réussi à faire transporter des quantités importantes de pétrole par avion. La route est aussi relativement peu utilisée. Il y a bien des pipelines sur Terre, mais l'essentiel du brut est transporté par bateau. C'est plus rentable. Il faut d'énormes précautions pour le transport du brut. C'est une marchandise extrêmement dangereuse. On doit bien sûr éviter à tout prix la marée noire, on fait attention à la pollution et je veille à la sécurité de mon équipage. Le brut que nous transportons est nocif pour la santé. Les océans sont des autoroutes pour les tankers et les supertankers qui transportent du brut. 3 milliards de tonnes de brut y transitent chaque année. Il y a cependant quelques points noirs, comme le rail d'Ouessant, situé entre les côtes françaises et britanniques. Le trafic y est particulièrement dense et dangereux. Pendant sa traversée, l'équipage est en alerte permanente. Il faut que nous fassions attention à ce voilier en face. Il va nous couper la route. Il faut que nous changions notre cap pour l'éviter. C'est un de ces marins amateurs en solitaire. Il est totalement inconscient, ce gars. Il est beaucoup trop près. Et il est seul. Il est tout seul. Chaque incident est reporté dans le journal de bord du capitaine Egon Christensen. L'incident avec le navigateur en solitaire a retardé le tanker de plusieurs heures. Il en informera son bureau à Copenhague. Les traders ne pensent qu'au cours du pétrole. Ces variations, ça les tient éveillés. Les prix du pétrole changent tout le temps. Et il y a des fois où j'attends de charger. Je ne sais pas si c'est la marchandise que j'attends ou si ce sont les traders qui attendent que le cours du baril remonte. Je reçois mes instructions au dernier moment, je charge et je transporte jusqu'au prochain port. Moi, je n'ai pas à me soucier des cours du pétrole. Eric Bolling est l'un de ces traders qui affrètent le tanker du capitaine Christensen. Il travaille sur le marché international de l'énergie et fait partie de son conseil d'administration. Ce marché, le NYMEX, est basé au cœur de Manhattan à New York. Y sont cotés les pétroles du monde entier. La norme est le WTI, le baril de brut produit au Texas. C'est ici que chaque jour, un prix est donné au baril de brut. Dieu merci, ce marché existe, sinon les prix du baril exploseraient. Si un raffineur devait acheter ces barils hors de notre marché, il ne saurait pas à qui les acheter. Ici au moins, il saura tout de suite chez qui s'en procurer. Il y a des milliers de vendeurs et des milliers d'acheteurs. C'est de ces transactions que se forme un prix juste pour tout le monde. Alors que si un raffineur l'achetait ailleurs, il paierait 2 ou 3 fois son prix, juste pour acheter des barils.
Ici, le marché est honnête. Le cours du baril respecte la loi de l'offre et de la demande. C'est aussi un marché hautement contrôlé. Tous les yeux sont braqués dessus. Il y a la CFTC qui nous surveille, ainsi que plusieurs autres organismes officiels qui ont accès à tout moment à l'historique des transactions. Tout est transparent. Il n'y a pas de marché parallèle. Les gens qui travaillent sur ces marchés ne sont pas des analystes sérieux et pondérés qui réfléchissent au prix du pétrole. Ce sont juste des traders qui tentent de vendre le pétrole plus cher que le prix auquel ils l'ont acheté. C'est vraiment une manière surréaliste de donner un prix à la matière première la plus précieuse du monde. Un marché qui vend cher, revend, se consolide et poursuit sa montée. Moi, en tant que trader, je me concentre sur ce qui se passe après la vente. Si les ventes se multiplient, cela signifie qu'il peut aussi y avoir des baisses soudaines de prix. Mais si les cours se maintiennent à un certain point, ils risquent d'augmenter encore, à moins qu'un élément fondamental ne vienne les modifier. Mais cela ne s'est pas encore produit. Quand les chiffres du département de l'énergie sont publiés, c'est comme si quelqu'un vous offrait un ticket de tiercé et vous donnait les résultats 2 minutes avant la fin de la course. Les chiffres du département de l'énergie ne reflètent pas la réalité. Ce sont les seules données disponibles pour les traders, qui s'en servent comme une référence. Il n'y a aucune autre donnée disponible. Notre situation actuelle est surréaliste. Quelqu'un devrait écrire un livre intitulé « Comment tout ce marché est biaisé alors qu'on le pensait honnête ». Au cours d'une journée type du NYMEX, entre 200 000 et 300 000 contrats changent de main. Si l'on multiplie simplement 200 000 contrats par leur valeur moyenne, qui est de $1 000, cela équivaut à 200 millions de barils de pétrole échangés ce jour-là. Alors que quotidiennement, le monde en consomme 85 millions. C'est totalement absurde. Xavier Ouzel a été l'un des grands négociants français indépendants du pétrole. Il a travaillé avec la plupart des pays producteurs et des multinationales. Il est aussi consultant pour la chaîne Al Arabiya de Dubaï. Ils vendent des produits qu'ils n'ont pas. Ils achètent des produits dont ils ne prendront pas la livraison. Ils pensent revendre à temps en refilant le bébé à quelqu'un d'autre, un bout de papier qui, théoriquement, donne droit à du pétrole physique au bout de la chaîne. Quand la bulle se résorbe, si elle se résorbe tout doucement, on arrivera à retrouver le volume physique réel, mais si elle éclate quand elle est gonflée, comme la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf, il va y avoir des perdants. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Les traders paient leurs transactions avec une somme d'argent ridiculement basse. C'est très dangereux si quelque chose se passe mal. Ça peut ruiner le système financier dans sa totalité. Ce que j'essaie de dire depuis très longtemps, c'est que nous devrions augmenter considérablement le dépôt de garantie de chaque contrat. Si quelqu'un souhaite acheter un contrat pétrolier, j'estime qu'il devrait mettre au moins 50% de la somme sur la table et ne faire appel à d'autres investisseurs qu'à hauteur de 50%. Au NYMEX, l'investisseur moyen ne met que 8% sur la table pour acheter un contrat pétrolier. Certains grands investisseurs ne mettent même pas cette somme. Ils fonctionnent tous sur le principe de « je te dois tant ». Certaines personnes trouvent ce système fantastique, moi je le trouve dangereux, et c'est un banquier qui vous parle. Les prix affichés par les marchés financiers n'ont pas encore intégré la réalité qui est la suivante.
La production de pétrole est sur le déclin. Les marchés vont probablement très mal réagir à cette nouvelle réalité. Maintenant, je m'aperçois que nous avons commis une terrible erreur. Nous avons consommé la plus grande partie du pétrole abondant et de bonne qualité à des prix bien trop bas, plus bas que n'importe quel autre liquide commercialisé dans le monde. Et maintenant, nous en sommes réduits à produire du pétrole de très mauvaise qualité à des prix exorbitants. C'est ce qui va arriver, c'est la dure loi du marché. Des prix exorbitants qui pour l'instant arrangent l'industrie pétrolière, également productrice de pétrole. Après son voyage en mer, notre brut arrive enfin à la raffinerie. Il est notamment déchargé dans l'usine des Flandres, installée dans la zone industrielle de Dunkerque. C'est là que le pétrole est transformé. Carburant, fioul, goudron, tout est produit à l'intérieur de cette raffinerie. Patrick de Mutter est l'un des cadres en charge du raffinage et du marketing de cette usine. Tu pourras y aller, il n'y a pas de problème. Pour parler de la raffinerie des Flandres, on n'a pas changé son fonctionnement depuis les 2 dernières années. Donc parler de beaucoup de demandes, oui, bien entendu, il y a beaucoup de consommation de par les nouveaux pays comme la Chine ou l'Inde, et surtout des consommations aux États-Unis. Mais le fonctionnement donc, lié à la raffinerie des Flandres reste le même. C'est-à-dire qu'on tourne avec des taux de fiabilité et d'utilisation donc, de l'outil de raffinage proche de 100%. Des raffineries saturées qui tournent à 100% sont une aubaine économique pour les pétroliers. Les multinationales du pétrole n'ont donc aucun intérêt à augmenter leur capacité, l'investissement est très lourd. Le pétrole rare et cher est aussi une manne financière pour l'État, la 5e source de revenus pour la France. L'administration fiscale s'est donc installée au sein même des raffineries des multinationales. Le travail y est méthodique. Chaque goutte de brut entrant et sortant de ces raffineries doit être soumise à la taxation. Trésor de l'État, outil pour brider la demande sans cesse croissante des consommateurs, sans doute un peu des deux, à des époques différentes. Philippe Meyer est le receveur principal des douanes de cette raffinerie. Il supervise une demi-douzaine de douaniers et encaisse des millions d'euros. La mission essentielle de la douane dans une raffinerie, c'est la perception des droits et taxes. Assurer une juste perception des droits et taxes, l'enjeu est considérable. En 2004, par exemple, la douane a perçu 36 milliards d'euros, ce qui représente pratiquement 60% des perceptions douanières au niveau national. Par exemple, sur un litre de sans-plomb 98 qui coûte aujourd'hui 1,20 €, on a environ 80 centimes de taxes. Sur ces 80 centimes de taxes, on a 60 centimes de TIPP, de taxe intérieure sur les produits pétroliers, et 20 centimes de TVA. Si le produit importé augmente, si le pétrole brut augmente, automatiquement la TVA va augmenter. Donc c'est de là que vient l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers. L'augmentation des prix à la pompe est le résultat de cette explosion mondiale de la demande qui ne peut plus être satisfaite par une production de pétrole aujourd'hui en déclin. Pour 3 barils consommés, on n'en produit plus qu'1. Baisse des réserves, absence de découvertes majeures depuis des années, un constat inquiétant. Finalement, l'offre et la demande de pétrole doivent finir par s'équilibrer. C'est un mécanisme compliqué, mais une partie de la solution passe par une baisse de la demande. Habituellement, la baisse de la demande est le résultat d'une récession. Les politiques gouvernementales peuvent aussi réduire la demande en augmentant les taxes sur les produits pétroliers, comme cela avait été le cas en Europe après les chocs pétroliers des années 70. Une politique qui n'a pas été mise en œuvre aux États-Unis. Le consommateur américain n'a jamais eu à réfléchir aux conséquences de l'augmentation des prix du pétrole. Il n'a jamais eu à penser à faire des économies d'énergie.
Alors les décisions de nos hommes politiques sont-elles à la mesure de ce qui inquiète au plus haut point ces professionnels de l'industrie et de la finance du pétrole? En France, le gouvernement tente de faire pression sur les multinationales pour leur faire baisser les prix à la pompe. Faut-il dire la vérité aux utilisateurs de pétrole ou leur faire croire qu'en faisant baisser légèrement les profits des multinationales, ils régleront le problème de la disponibilité des carburants et de leurs tarifs? Pour prendre conscience du déclin de la production du pétrole, les hommes politiques devraient avoir une vision à long terme. Le capitalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est à court terme. Le capitaliste ne voit pas au-delà du trimestre suivant. Quelles vont être mes performances par rapport à l'année dernière, de façon à ce que mes actionnaires et les marchés me jugent bien. Malheureusement, les politiciens d'aujourd'hui agissent comme cela, comme des businessmen. Les deux seuls politiciens à tenter d'alerter la classe politique européenne sont le ministre de l'Environnement de Tony Blair, Michael Mischer, et le Français Yves Cochet, un ancien ministre vert devenu député. Il y a une contradiction majeure avec le monde politique. C'est toujours en gros « votez pour moi, ça ira mieux demain ». Or, il faudrait dire « votez pour moi pour éviter que ça aille encore beaucoup plus mal demain ». Ça sera difficile. C'est ce que disait Churchill en 1940 aux Anglais et aux Londoniens. Ou bien on fait d'une certaine manière comme la France, on abandonne, c'est la débâcle et on collabore, ou bien on résiste, mais ça va être très dur. Eh bien, on est dans une situation qui, toute proportion gardée, est la même, ou bien on dit ça va être dur, mais si on en est tous conscients, on fera tous des efforts, notamment les plus riches, et on va baisser un peu notre niveau de vie, et puis surtout changer nos habitudes de mobilité, nos habitudes alimentaires. Mais quel homme politique peut tenir ce discours? Il y en a très peu parce que, évidemment, ce n'est pas populaire. C'est une sorte de suicide électoral, donc personne ne le fait. Et donc, ils se cachent tous la vérité. Mais en même temps, la vérité, elle est indiquée dans le cours du baril à New York ou à Londres. Et celle-là, tout le monde peut la voir. Et elle est inéluctable. Le cours va monter, même s'il y a des fluctuations journalières ou hebdomadaires. La tendance, c'est que ça monte. Et quand ça devient vraiment très cher, les politiques diront, bah oui, il faut faire quelque chose. Alors, on est quelques-uns, des militants, des associations, ou des gens comme l'ASPO ici, à essayer d'avertir les dirigeants politiques ou économiques, mais parce qu'ils sont engoncés dans un rôle, ils ne peuvent pas dire la vérité, à supposer qu'eux-mêmes y croient. À part le Lord président de Shell, aucune des autres grandes compagnies pétrolières internationales n'a tenu à s'expliquer ou à commenter les analyses de ces experts en pétrole. Seul constat commun officiel, à quelques mois près, elle programme toute la fin du pétrole comme énergie abondante d'ici à une trentaine d'années, une date suffisamment éloignée pour ne pas en tenir compte. Je ne sais pas comment la Shell conduira ses affaires dans 30 ans. Mais la chose que je peux affirmer clairement et sans ambiguïté, c'est que ce sera radicalement différent. Nos priorités seront différentes. On continuera toujours à produire et vendre un peu de pétrole et ses produits dérivés. Mais je serais très surpris que nous n'ayons pas davantage d'énergie renouvelable dans notre gamme de produits. Ce serait donc la fin des grands gisements pétroliers, la fin de l'abondance. Les multinationales, les pays producteurs et les consommateurs vont devoir s'adapter pour survivre. Lord Oxburgh est le seul président d'une compagnie pétrolière à nous avoir tenu un discours aussi franc. Chez les pays producteurs, c'est le règne de l'opacité. Le pétrole est une matière première stratégique dont les réserves relèvent du secret d'État. Jamais aucun chiffre neutre n'a été publié à ce jour sur l'état précis de leurs réserves. Idem pour les multinationales qui n'affichent que leurs résultats. Les multinationales du pétrole n'ont aucun intérêt aujourd'hui à nous avouer qu'elles ne peuvent pas renouveler leur stock pétrolier. Mais en agissant ainsi, elles se suicident économiquement. Le paradoxe est que depuis 2 ans, grâce au prix élevé du pétrole, elles n'ont jamais fait autant de bénéfices.
Seule la société BP a annoncé qu'elle avait renouvelé ses stocks de brut, plus 2%. Toutes les autres n'ont pas réussi à renouveler leurs stocks au cours de l'année passée. Ce que font ces multinationales pour survivre, et vous pouvez vous en rendre compte rien qu'avec leur nom, BP Amoco, ExxonMobil, Chevron Texaco, elles fusionnent entre elles. C'est la preuve que ce secteur rétrécit. Word now from tons of listeners telling us that the power is out. It appears the entire city is now under a massive power outage. They're doing a free flashlights and water. In apartment buildings that they need their air conditioning. Huge lineup, about 40 people. The lights are also out. Back in the 1979 gas lines in the United States, there were people that En 1979, les gens se tiraient dessus dans les files d'attente devant les stations-service aux États-Unis. Ça vous donne un bon aperçu du comportement des gens quand ils ont besoin de quelque chose de vital et qu'ils ne l'obtiennent pas. Il faut vraiment faire attention. Plus vite les gens prendront conscience de la fin du pétrole abondant, plus vite ils pourront restructurer l'économie mondiale et plus vite ils pourront s'en sortir. Le fait de pouvoir me balader en voiture comme je le fais aujourd'hui ne sera plus possible demain. Peut-être redécouvrirons-nous les bienfaits de la bicyclette. Dans le nouveau système économique qui se profile, nous trouverons un mode de vie plus régional, les gens seront plus proches de leur communauté, les marchés seront plus locaux et nous ne verrons plus ces énormes camions transportant des biens un peu partout. On peut imaginer que la vie sera un peu plus agréable ainsi. Les romantiques et les philosophes diront que le pétrole était une malédiction et qu'il avait détruit notre mode de vie originel et naturel. Personnellement, je suis optimiste. On va passer par une crise terrible et le plus dur sera cette transition. Mais les survivants connaîtront une vie aussi bonne et probablement meilleure que celle que nous avons eue.